Bonsoir, chers élèves de la classe de seconde C. Nous allons entamer la troisième séance, la troisième séance de notre cours. C'est votre professeur, M. Konaté, de philosophie. Donc, cette troisième séance est intitulée Aperçu de l'histoire de la philosophie. Donc, nous avions vu la première séance, la deuxième séance, donc c'est la troisième séance. Nous sommes toujours sur la première leçon, la période antique. Donc, c'est la suite du cours. Donc, pour cette séance, nous allons voir la relativité de la vérité. La relativité de la vérité. Parce que la vérité, elle est relative encore en 1. Nous allons voir la position des sophistes par rapport à la vérité. Qui sont les sophistes? Qui sont les sophistes? Il faut d'abord connaître ce qu'on appelle les sophistes. Les sophistes, réels ou parfois fictifs, ils constituent les principaux interlocuteurs directement ou indirectement de Socrate dans les dialogues de Platon. Donc, vous savez que dans les dialogues de Platon, la plupart des recueils de Platon sont des dialogues. Et les interlocuteurs de Socrate sont les sophistes. Les sophistes sont des maîtres rhéteurs, c'est-à-dire des maîtres de la parole et du discours convaincant qui se promènent partout pour enseigner l'art de parler en public et de gagner dans toutes les discussions et procès. Il faut déjà retenir que Platon est le disciple de Socrate, l'élève de Socrate. Mais Socrate n'a pas écrit. Socrate faisait des dialogues avec des gens. Donc ceux avec qui il faisait des dialogues, la plupart sont des sophistes. Maintenant, les sophistes sont des maîtres de parole. Les sophistes, ils sont éloquents. Ils sont éloquents. Ce sont des gens qui s'appuient sur la rhétorique, qui est l'art de la parole, pour convaincre. Pour convaincre. Ce sont donc des maîtres dans l'art de la persuasion. Ils persuadent les gens, l'auditoire, par leur manière de parler, par l'art de s'exprimer. Donc pour eux, ce qui importe, c'est l'éloquence. Personne aux multiples facettes, pervers ou vicieux pour certaines personnes, cynique ou intempérant, messager d'oral ou de prophète, autoproclamés sages. Ils se sont toujours autoproclamés comme étant sages. Les sophistes vont se présenter comme les sachants. Ils vont se présenter comme sages. Et c'est pourquoi ils seront critiqués par Platon et ainsi que Socrate. On les présente aussi souvent comme des partisans et sympathisants des écoles précédentes, qui, faute d'avoir bien assimilé les pensées de leurs illustres prédécesseurs, et maîtres, les travestissent et les dénaturent pour en tirer un profit financier. Donc, les sophistes vont pervertir les enseignements qu'ils ont reçus des écoles précédentes, les écoles que nous avons vues, notamment l'école ionienne, l'école pythagoricienne, l'école éliatique. Voilà. Donc, ils seraient issus de ces écoles-là. Donc, les enseignements qu'ils ont issus de ces écoles, ils vont les pervertir. Voilà. Ce qui les importe, ce n'est pas la vérité qui les importe, mais c'est l'éloquence. Convaincre l'auditoire en s'appuyant sur l'éloquence, le discours, le logos. Ici, c'est le discours. Donc, les plus connus sont Protagoras, Abdère, 480, 410 avant Jésus-Christ, pour qui l'homme est la mesure de toutes choses. On a Hippias de Lys, on a Antiphon, on a Gorgias de Léontium, on a Prodicos de Chios, on a Calliclès, on a Hermogène, on a Cratyle, on a Ménon, Théétète, Phédon, Polos, Glaucon. Donc voici les célèbres. Donc tout cela sont des interlocuteurs de Socrate dans le dialogue de Platon. Donc, Platon, qui est le disciple de Socrate, a recueilli justement ces dialogues. Donc voici les différents interlocuteurs. Donc les sophistes sont les interlocuteurs de Socrate. La plupart de ceux avec qui il discutait sont des sophistes.
Et selon ces sophistes, le discours est basé sur l'éloquence, l'art de convaincre l'auditoire. Donc, ils seront critiqués par Platon, ils seront critiqués par Socrate également, par Platon, qui vont estimer que leur discours est basé sur le mensonge. La vertu n'existe pas chez les sophistes. Et donc, ils vont pervertir la jeunesse. Parce que ce qu'ils vont enseigner à la jeunesse, ce n'est pas la vertu, mais ce qui importe, c'est l'éloquence, comme je l'ai dit. L'éloquence, ça va parler, ça va s'exprimer, les beaux discours, c'est tout. Donc, la vérité, elle est relative chez les sophistes. D'autant plus que ce qui importe, c'est, comme je l'ai dit, c'est convaincre. Ça va convaincre l'auditoire. Et c'est ce qu'il faut retenir chez les sophistes. Nous allons voir la position de Platon par rapport à la vérité. Platon est le disciple fidèle de Socrate. À ce titre, il restitue dans ses dialogues les enseignements de son maître Socrate. Donc, Platon est le disciple de Socrate. Il va restituer ces dialogues-là dans des ouvrages. Et ces dialogues, comme je l'ai dit, ont été menés avec les sophistes, donc Socrate et les sophistes. Donc, Platon va restituer ces dialogues pour en faire des enseignements. Sur le plan philosophique, ces deux personnages vont incarner la doctrine idéaliste de l'Antiquité. Donc, ce sont les idéalistes. Platon et Socrate sont des idéalistes. Cet idéalisme est à la fois un art de vivre, c'est-à-dire une attitude pratique, et une sorte de savoir original qui repose avant tout sur la connaissance de soi. Connais-toi toi-même et sois sage. Ça, c'est la doctrine de Socrate. En effet, d'abord, Socrate se distingue et se démarque des sophistes traditionnels en affirmant qu'il ne sait rien, en référence à la célèbre sentence dans Ménon. Voilà, Ménon, c'est un sophiste. Donc, dans son dialogue avec Ménon, il a écrit « Je sais une chose, c'est que je ne sais rien ». C'est ce que Socrate dit. Socrate, on l'a vu en introduction de notre chapitre, que Socrate est une référence, parce que tout part de lui. On dit pré-socratique, socratique et post-socratique. Mais en tant que référence, regardez ce qu'il dit. Il dit ce que je sais, ce que je ne sais rien. Alors que les sophistes se présentaient comme des détenteurs de la connaissance, comme des sages. Donc Socrate va s'opposer, n'est-ce pas, à cette doctrine sophiste en disant que ce qu'il sait, c'est qu'il ne sait rien. Cette connaissance de son ignorance première fait de Socrate le père fondateur de la philosophie, qui se présente désormais comme l'amour de la sagesse. La recherche inlassable de la vérité, ou la perpétuelle remise en question et non la possession d'un savoir définitif. Donc Socrate se présente ici comme celui qui ne sait pas, mais celui qui ne sait pas, n'est-ce pas, cherchera à savoir, contrairement à celui qui se présente comme étant détenteur du savoir. Vous comprenez? Les sophistes se présentaient comme les détenteurs de la vérité, les détenteurs de la connaissance. Alors que Socrate, qui est une référence, se présente comme celui qui ne sait rien. Donc, il se présente comme celui qui ne sait rien, donc il est en quête de la connaissance, en quête de la sagesse. La philosophie devient par la même occasion une discipline ascétique, car selon l'idéalisme socratique et platonicien, la vérité elle-même ne réside pas dans ce monde, dans ce que nous voyons, dans ce que nous entendons, dans ce que nous sentons et croyons immédiatement. Au-delà de ce monde physique et sensible que nous habitons, existe le monde de la vérité qui est le monde intelligible, ou monde des idées en soi, des réalités stables et immuables, et dont le monde sensible n'est que l'apparence ou reflet. Je vais vous expliquer la notion de vérité chez Platon, ainsi que son maître Socrate. Pour ces idéalistes, parce qu'on vient de le dire, Platon et Socrate sont des idéalistes. Les idées, ils sont dans les idées. Pour eux, c'est les idées qui importent. Donc, pour Platon, la vérité n'est pas dans ce monde sensible, le monde dans lequel vous et moi nous vivons. Parce que pour lui, tout ce qui se trouve dans ce monde-là, n'est-ce pas, est sujette à la tromperie.
Donc tout ce qui est dans ce monde sensible nous trompe. Ce sont des artifices. Voilà, ce sont des artifices. Pour lui, la vérité n'est pas dans ce monde. La vérité est dans un autre monde. C'est pourquoi chez Héraclite, il y a une bipolarisation du monde. C'est-à-dire qu'il y a deux mondes. Il y a un monde, le monde sensible, et il y a un autre monde qu'on appelle le monde de la vérité, qui est le monde intelligible. Il y a deux mondes. Donc, pour lui, dans ce monde-là, le monde sensible, le monde dans lequel vous et moi nous vivons, il ne peut y avoir de vérité. Il ne peut y avoir de connaissance. C'est un monde qui nous trompe. Voilà. Un monde qui est rempli d'artifices. Voilà. Donc, il n'y a pas de vérité dans ce monde. Il faudrait que l'âme quitte ce monde pour aller dans un autre monde qu'on appelle le monde de la connaissance, le monde des idées, pour aller contempler la connaissance. Voilà comment la connaissance, la théorie des vérités se présente chez Platon. C'est que la vérité n'est pas dans ce monde sensible. La vérité est dans un autre monde. Donc, pour acquérir cette connaissance, l'âme doit quitter le corps, il doit quitter ce monde sensible. Parce que pour lui, le corps, c'est le tombeau. Le corps emprisonne l'âme. Chez les idéalistes comme Platon, le corps importe peu. Le corps n'est pas important. Ce qui est important, c'est l'âme. Donc, l'âme qui est logée dans le corps doit quitter, n'est-ce pas, le corps. Il doit quitter ce monde sensible pour aller dans un autre monde, dans le monde intelligible, là où il y a connaissance, contempler la connaissance et redescendre maintenant dans le corps du philosophe. Et il va appeler ça, donc il y a l'ascension et il y a la descente de l'âme. L'ascension de l'âme qui consiste à quitter le corps pour aller contempler, aller acquérir la connaissance, il va appeler cela la dialectique ascendante. Parce que l'âme quitte le corps pour aller chercher la connaissance. Mais l'âme, en arrivé dans le monde intelligible, ne reste pas là. Après avoir acquis la connaissance, l'âme va redescendre dans le corps du philosophe. Il va appeler cela la dialectique descendante. Voilà. Donc voilà comment chez Platon ou encore chez Socrate, l'homme acquiert la connaissance. Ainsi pour Socrate et Platon, le monde sensible n'est pas tout l'univers, mais il existe un autre monde et qui réside dans leur pureté les objets dont ceux d'ici-bas ne sont que les ombres changeantes. Donc il va dire qu'il existe un autre monde autre que le monde sensible dans lequel nous voyons. Et donc ce que nous voyons ici dans ce monde sensible-là n'est que, je veux dire, l'ombre. Voilà. Quand vous arrêtez, votre ombre est projetée sur le mur. Voilà. Donc l'ombre qui est projetée sur le mur est considérée comme le monde sensible. Voyez-vous. Donc c'est un monde qui nous trompe. C'est un monde où il n'y a pas de vérité. C'est un monde où il n'y a pas de connaissance. Voilà. Donc il faut aller dans le monde de la connaissance, le monde de la connaissance qui est le monde intelligible. Par rapport à ce schéma de la bipartition de l'univers, bipartition de l'univers, c'est que deux mondes, deux univers. Platon va montrer que la philosophie est essentiellement une ascension vers le monde intelligible. C'est la dialectique ascendante. À cette dialectique ascendante succède la dialectique descendante, qui correspond au retour du philosophe, celui qui a contemplé les essences pures que sont l'idée du juste, du beau, du vrai, du bien, etc. dans le monde sensible pour enseigner la connaissance philosophique au commun des mortels. Donc voilà ce qu'il faut retenir chez Platon ainsi que son maître Socrate, c'est que la connaissance n'est pas dans ce monde. La vérité n'est pas dans ce monde. La vérité est dans un autre monde, un monde intelligible. Donc l'âme doit quitter le corps pour aller contempler, n'est-ce pas, la connaissance dans le monde intelligible. Il va appeler cela la dialectique ascendante. La dialectique ascendante. Voilà, la dialectique ascendante. Mais l'âme ne reste pas dans le monde intelligible. L'âme, après avoir acquis la connaissance, va redescendre dans le corps du philosophe. Il va appeler cela la dialectique descendante. Voilà, donc la dialectique descendante. Donc voilà les deux mondes qui existent chez Platon. Et parmi ces deux mondes, le monde de la connaissance, c'est le monde intelligible. Le monde de la vérité, c'est le monde intelligible. Justement, c'est à l'image de le mythe qui raconte dans la République, qu'on appelle le mythe de l'allégorie de la caverne.
le mythe de l'allégorie de la caverne. Platon va schématiser pour dire que dans la caverne c'est on peut estimer ça comme étant je veux dire, un sous-sol, voilà, si vous voulez, ou dans une grotte où il fait noir. Il dit que dans la caverne, il y a les prisonniers. Ils ont les chaînes au cou, si bien qu'ils ne peuvent tourner la tête. Donc leurs têtes sont projetées vers le mur. Il dit, imaginez, ils sont dans la caverne n'est pas fermée. Ils sont dans la caverne, il y a un trou, mais ce n'est pas fermé. Donc les gens qui passent au-dessus, voilà, avec le soleil va projeter leur ombre dans la caverne, devant le mur, là où leur tête est dirigée. Et Platon dit que ces personnes qui sont dans la caverne, ils ne peuvent tourner la tête, leurs têtes sont orientées uniquement vers le mur. Alors que les personnes qui passent au-dessus de la caverne, le soleil projette leur ombre sur le mur. Il dit que ces prisonniers-là vont considérer ces ombres-là comme étant la vérité. Parce qu'ils ne voient pas autre réalité que l'ombre qui est projetée devant eux sur le mur. Ils vont considérer cela comme la vérité. Il dit, imaginez qu'on fasse ressortir un prisonnier dans la caverne. D'abord, sa vision sera éblouie par le soleil, par la lumière. Mais au fur et à mesure, il va s'affranchir. Il va se délivrer de l'ignorance parce que la caverne est considérée comme l'ignorance. Il va acquérir la connaissance maintenant, il va faire corps avec la lumière. Et à un moment donné, si vous faites redescendre maintenant ce prisonnier qui a contemplé la lumière, qui a contemplé la connaissance de la caverne, il ne pourra pas convaincre lui-même ses co-détenus ou ses condisciples prisonniers dans la caverne en leur disant que ce que vous voyez sur le mur là n'est que l'ombre, ce n'est pas la vérité. La vérité est ailleurs. Ils ne pourront pas croire. Ils vont te prendre comme un fou. Bien que toi aussi tu les considères comme étant des fous. Vous comprenez? Donc Platon, ce schéma ce mythe de la boue de la caverne traduit également la théorie des connaissances chez Platon. C'est-à-dire que la caverne est considérée comme étant, notre monde sensible est considéré comme la caverne. Nous sommes dans la caverne. Il faut que l'âme quitte ce monde sensible, ce monde de l'ignorance, pour aller dans le monde de la connaissance, le monde intelligible, le monde de la vérité. Donc, voici la théorie des connaissances chez Platon. Et j'espère que vous avez bien cerné. Nous allons nous arrêter là pour cette troisième séance de notre cours, intitulée Aperçu sur l'histoire de la philosophie. Donc, cette troisième séance nous a permis de voir dans un premier temps la relativité de la vérité, et donc la vérité chez Platon. On a vu la vérité chez les sophistes d'abord, la vérité maintenant chez Platon. Voilà, donc on allait voir la vérité chez Aristote. Donc, aux prochaines fois, nous allons voir la vérité chez Aristote. Donc, merci pour votre attention.